Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir ce matin d'animer cette discussion qui j'espère, va être utile pour tout le monde. En tout cas, c'est ce à quoi on va s'attacher avec Anne-Sophie, Sergueï et Dominique. Je reviendrai tout à l'heure sur votre présentation. Alors, je vais démarrer par un petit intro, histoire de poser un petit peu le sujet. En toute transparence, j'ai préparé ça avec Perplexity, avec ChatGPT. Il y a peut-être des hallucinations dans ce que je vais vous dire, mais ça, c'est justement tout le débat. C'est que le titre de cette discussion, c'est les prochains influenceurs seront des IA. Alors, quand je regarde Perplexity et ChatGPT, effectivement, quand je vois les chiffres, on parle d'une explosion du phénomène des influenceurs IA. On parle d'un marché d'1,5 milliard de dollars, de l'apparition quasi constante de nouveaux influenceurs avec des followers plutôt significatifs sur les réseaux. Après, ce pas des chiffres non plus énormes, donc faut être mesuré dans ce calcul. Il y a beaucoup d'influenceurs très spécialisés sur des micro-niches. On voit que c'est une tendance, notamment en Asie. Il y a beaucoup d'innovations technologiques aussi qui se font. Meta vient d'annoncer ou a annoncé des outils qui permettent d'automatiser la création d'avatars IA. Voilà, puis je vais peut-être pas passer la liste des influenceurs et leur nombre de followers, mais il y en a quand même quelques-uns qui apparaissent. Pas trop en Europe, j'ai l'impression, mais ça on pourra en débattre. Voilà, j'ai essayé de poser un petit peu le sujet. Alors après, influenceur IA, mythe ou réalité, 100% IA, un peu d'humain quand même. Ça va être le sujet de la discussion. Donc j'ai la chance d'avoir un super sujet de discussion. On s'est un peu préparé hier quand même. Je commence par Dominique, parce que je le connais depuis très longtemps. C'est un grand pro du son, mais il va mieux en parler avec moi. On se connaît depuis 2008, je crois. C'est Voilà. ça. C'était l'époque de l'analogique. Peut-être pas. Ouais, c'était Non, on était déjà en numérique. déjà en numérique. Bon, ok. Et Anne-Sophie et Sergueï, dont j'ai fait la connaissance hier, Hier. et qui vont se présenter. Donc l'idée là, c'est d'avoir quelque chose de... On est en mode débat, si vous êtes un peu trop long, mais je pense pas, j'interviendrai, mais voilà, vous offusquez pas. L'idée que ce soit aussi utile pour l'audience, donc parlez aussi, alors il y a vos convictions, on en a parlé hier, mais aussi les outils que vous utilisez, je pense que ça va être passionnant pour faire tout ce que vous faites. Donc n'hésitez pas aussi à citer les outils, parce que je pense qu'il y a une audience qui est assez intéressée pour le faire. On commence par le plus vieux, hein, mais on est de la même génération, Dominique, donc il ne va pas se Je le prends vexer. pas mal, mais Il y non. a un peu de génération sur le plateau, c'est bien. Tu commences, tu te présentes un petit peu Sonacom. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de monter une société alors que j'étais encore à l'école de radio. Et donc, ça fait presque 40 ans. Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de mutations dans l'industrie, puisqu'à l'époque, on était en analogique, on est passé en numérique. On peut dire qu'on est passé en IA, on pourrait presque prendre cette expression. Et c'est vrai que ça donne pas mal de recul. Aujourd'hui, chez Sonacom, on a plusieurs verticales. On travaille sur le podcast, qui est du contenu. On travaille sur le webcast. Là, ça commence à être très poreux entre les deux. Et puis, on fait de la production sonore et de la production visuelle. Donc, on touche un petit peu à tous les médias et à la masse de delivery que ça engendre. Ton métier a été disrupté. Il est déjà disrupté. Et il est carrément destructé parce qu'on est vraiment, je ne sais pas si c'est galvaudé de dire que le mot révolution existe, mais on est vraiment dans une grosse mutation en tout cas de cette industrie. Faut se rappeler, quand j'étais tout petit, mon papa était photographe et il faut imaginer que chaque photo était retouchée à la gouache, au fusain, avant d'être donnée au client. Donc imaginez le gap qu'il y a eu, sans passer par Photoshop et tout ça, mais imaginez bien, hein, chaque photo, avant d'être livrée, un petit coup de gomme, un petit coup de fusain pour enlever la petite tache, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on a passé des grosses étapes. D'accord. Et alors, je peux le dire, hein, sans citer le nom du projet, actuellement avec Dominique, on travaille sur un projet dans l'IA, bien-être, santé mentale. On a utilisé des outils comme Eleven Labs. Hein, tu peux peut-être en parler. Oui, alors pour faire un point sur l'audio, vous voyez pas mal de choses passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé de la voix qui était Nono, le petit robot, quand on essayait de la rendre numérique, à la concaténation. La concaténation, c'est ce que vous aviez avant sur les quais de gare. Le train numéro 253. Bon, ça, c'était des petits bouts de phrases qu'on assemblait façon puzzle. Et on est passé donc maintenant à du text-to-speech
vraiment de plus en plus naturel, où on essaye de mettre de l'émotion. Ça ne veut pas dire que ça marche à 100%, il faut faire attention aussi à l'illusion des outils IA, mais on va dire qu'on peut vraiment, et ça va être notamment dans les services clients, avoir quelqu'un qui nous semble le plus humain possible. Alors pourquoi c'est plus humain? C'est d'abord dans l'assemblage des phonèmes, mais c'est aussi dans l'émotion que met cette restitution de voix. Il y a ces deux paramètres qui troublent l'esprit. C'est intéressant parce que pour être très concret là encore, ce projet, on a un dataset de 1000 documents, on va dire. Sur Dust, j'ai pu travailler les scripts de à peu près 492 capsules audio de 90 secondes. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà ces scripts sont très audio. C'est-à-dire qu'ils sont faciles aussi dans le prompt, à dire. Dans le prompt. Voilà, exactement. Et on les a passés, ensuite sur... On a testé, on a fait 2-3 tests. Puis oui, là alors concrètement, Eleven Labs. Donc c'est des outils qui sont vraiment très très faciles. C'est vraiment text-to-speech. J'écris et ça me le dit avec une voix. Là où la chose devient humaine, c'est qu'il faut valider, écouter, savoir si c'est bien. Et il y a quelques approximations, on va le voir dans l'image, c'est pareil. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment facile de prendre un livre audio, un livre écrit, et de le transformer en audio. Merci Dominique. Anne-Sophie, Sergueï, alors en intro, alors on est en format podcast, donc je vous invite à aller sur LinkedIn, sur la page de C-Carré, C-K-R-E. Oui, c'est bien société. Comme ça qu'on dit. Voilà. Vous avez un superbe trailer, alors on le passera en post-prod sur le podcast, vous pouvez l'imaginer. Il y a un super trailer. Alors, tu veux parler un petit peu de la façon dont ça a été fait Oui, bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sergueï Likariev, je suis réalisateur depuis 10 ans. Quand j'ai commencé, je faisais du dessin animé. Après, je suis passé en clip et en pub. Du coup, je suis passé en réalisation de clips de rap, réalisation de pub pour des grosses marques. Et depuis 1 an, on a monté une boîte avec Anne-Sophie spécialisée dans l'intelligence artificielle. Du coup, on fait du contenu vidéo uniquement avec l'intelligence artificielle et on met un peu les mains dans la fabrication quand l'IA elle n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Voilà. Vous avez des profils très complémentaires tous les deux, Anne-Sophie. Oui, du coup, Anne-Sophie, bien avant d'être cofondatrice de C-Carré, j'étais dans le marketing digital, l'innovation, la communication, l'e-commerce, peu importe. Et il y a 1 an, j'ai entrepris avec Sergueï une agence spécialisée dans l'IA pour répondre à une demande. Et je me considère comme un baby entrepreneur parce que du coup, on apprend tous les jours et on a lancé un influenceur IA. Il y a moins de 3-4 mois qui a bien buzzé sur le web. Mais on n'a pas commencé par ça et on va vous expliquer un peu le fil rouge. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder sur LinkedIn s'il y a une connexion, mais donc je vais tenter, parce qu'on le fera en post-prod, mais si la caméra peut centrer sur l'iPad, je pense que ça fonctionnera. Donc, tu veux parler un petit peu du trailer? Oui, du coup, quels outils? Puis je vais essayer de le montrer avant, le temps qui cadre. Du coup, quand on a lancé la marque déjà C-Carré, on voulait construire un branding autour de nos 2 personnages. Et même avant de parler d'influenceur IA, et juste au lieu d'avoir une boîte qui fait des vidéos, on voulait vraiment une image et mettre en mise en scène nos 2 personnages. Et à chaque fois qu'on donne une conférence, soit à Paris ou comme ici, on fait un petit générique avec les 2 personnages. Et là, c'est ce qu'on a fait pour chacun. Alors, je tente, mais encore une fois... Du coup, on vous laisse regarder. Voilà. Hop. Juste en commentaire, vous avez utilisé quoi comme outil? Alors, là, on a utilisé Midjourney plus VO3. C'est du image to vidéo. En fait, vous avez 2 possibilités de création. Soit vous faites du texte to vidéo, vous tapez un prompt qui vous sort une vidéo. Soit vous avez une possibilité de faire du image to vidéo. Vous créez d'abord une image et ensuite, à partir de cette image, vous faites la vidéo. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que dans la création, vraiment, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le storyboard est d'abord créé par l'IA, que la musique peut être créée par l'IA, que la voix peut être créée par l'IA, que l'image peut être créée par l'IA et que l'animation peut être créée par l'IA. Mais quand on dit ça, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit juste un prompt qui sort un film comme ça. C'est vraiment un assemblage de
de compétences, et peut-être qu'on peut dire que la compétence s'est déplacée, a fait un pas de côté, mais ça reste quand même un savoir-faire. Ouais. Bah, nous, on priorise vraiment le storytelling. On aime créer des histoires et bah, ça se voit dans nos réalisations. C'est-à-dire qu'on a pris l'IA comme vraiment un outil pour vraiment dynamiser, aller plus vite. Sergueï, tu pourras en parler plus, Oui, c'est ça. En plus fait, en détail. on a essayé de se focus sur le scénario et la direction artistique et peut-être un peu déléguer la fabrication des images aux intelligences artificielles, quelque chose qui nous intéresse un petit peu moins. Et moi aussi qui viens du milieu du dessin animé, pour vous donner juste une idée, j'ai fait un film de fin d'études quand j'ai fini mon école. J'ai fait un clip de rap pour des artistes. C'était un clip de 3 minutes et j'ai mis 2 ans pour le faire. Donc il fallait dessiner dessin par dessin, il fallait les colorier dessin par dessin. Donc un projet sur 2 ans, je me suis dit, je vais en faire 10 dans ma vie, et voilà, ça sera fini. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on peut très vite passer d'un projet à un autre et progresser sur la réalisation. Qui dit faire plus de projets, ça veut dire faire plus d'erreurs, apprendre de ses erreurs, et c'est ça qui nous intéressait aussi dans... Et ce qui m'a marqué quand je discutais avec vous trois hier, c'est que finalement, il y a un gros mythe sur le thème l'IA va tout faire. Ouais. Au fond, tous les trois, là, vous êtes des créatifs, vous avez de l'expertise. Oui, c'est ça, Oui, c'est c'est qu'on ça. a déjà 10 ans, enfin moi j'ai 10 ans d'expérience derrière, et c'est ça qui fait après qu'on reconnaît quelqu'un qui manipule l'IA, parce qu'il a des notions de cadrage, il sait comment raconter une histoire, qu'est-ce que c'est un montage, ce genre de choses. L'IA, elle fabrique. En fait, c'est comme si vous avez une équipe de tournage, il faut la gérer, il faut dire le cadreur il se met là, le chef-op il doit faire ça comme ça, et vous en tant que réal, vous allez diriger tout ça. Et avec l'IA, c'est un peu plus ou moins ce qu'on fait. Donc, on a une équipe de plusieurs intelligences artificielles et nous, on fait du management. On leur dit, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et après, c'est ça qui fait le produit final. Donc, un gros gain de temps, quoi. Ouais. Gros gain de temps et gros gain de créativité aussi, parce que dans nos métiers, il n'y a pas si longtemps, on était tout de suite stoppé dès qu'on avait une idée loufoque. Il y avait toujours quelqu'un pour nous dire c'est trop cher, c'est pas possible, t'as pas les moyens d'eux, ce sera trop dur en FX, ce sera trop. Aujourd'hui, si on a envie de se dire eh bien j'arrive en bateau, moi je surfe, on débarque sur la plage, on court vite, il y a une voiture qui arrive et tout prend feu, cette idée loufoque, elle ne reste pas que dans notre tête, elle peut exister. Après, elle est peut-être nulle, et puis on la mettra à la poubelle, c'est pas grave, mais au moins on l'a pu la matérialiser, on l'a pu la faire vivre. Mais les briefs clients que tu reçois, ça peut être des trucs du style je veux une vache qui court, parfaite, comme tu disais quand on préparait. Enfin, tu vois, c'est très compliqué parce qu'il y a, en fait, dans la création, on pourrait distinguer 2 choses. Il y a la création qu'on fait pour nous-mêmes. Donc pour nous-mêmes, on peut faire des petits pas de côté, c'est-à-dire que on va faire un prompt et obtenir un bateau qui arrive sur la plage. Il n'arrive pas exactement là où on l'avait imaginé. Bon, ça marche quand même. Le client, lui, il aura peut-être fait un story qu'il aura lui-même créé sur IA qui est très très précis. Il a envie que le bateau, il arrive en plein milieu du casino de Biarritz. Et là, les outils, ils ne font pas exactement ça. Donc c'est là où aujourd'hui la réalisation par IA est encore pas facile pour respecter pile poil un brief client. Mais donc ça aussi, je pense que les cerveaux vont changer et les clients vont être moins précis puisqu'ils vont aussi s'habituer à ces pas de côté. Comment vous voyez ça? Alors, on reviendra un petit peu sur l'historique de l'agence. C'est carré, c'est vachement intéressant ce qu'on s'est dit hier sur comment vous avez évolué. Vous essayez de travailler avec le monde du luxe. Ils vont jusqu'au. Comment vous gérez un peu le processus de brief de ces clients? Bah, nous, en fait, comment ça se passe concrètement, ce qui marche pas? Dès qu'on a un brief, on essaye de se poser et de voir, de pouvoir créer l'histoire derrière ce qui est demandé. Mais en fait, il y a un peu une histoire avec l'IA. On se dit, bon, on a une IA, on va tout faire avec. Mais en fait, l'IA, c'est beaucoup de tests, beaucoup de... chaque des IA peut créer quelque chose de différent avec le même prompt. Donc, c'est beaucoup de veille et se dire, bon, si je veux cet objectif-là, j'utilise cette IA, plus une autre. C'est-à-dire que pour un projet, on peut avoir 3 ou 4 IA différentes. Le plus important, c'est d'être informé, de se dire qu'il faut toujours être en éveil et de pouvoir
tous les utiliser, les maîtriser, et ça va très vite, l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui explosent tous les jours. Donc, c'est de les maîtriser et de savoir leurs avantages comme leurs inconvénients. Et comment ça se passe avec les clients alors, des fois, ça se passe très bien, on en parlait hier, enfin très bien. MC Solar, il valide tout de suite, si j'ai bien compris, le script et votre production. C'est vrai à chaque fois En général, ça se passe plutôt bien. En vrai, ça se passe comme avant. C'est-à-dire que il y a le client qui vous contacte, il vous donne un brief, il dit que moi, je veux ça, plus ou moins. Qu'est-ce que tu peux me proposer ? Et nous, on propose une direction artistique, donc quelques images qu'on peut faire assez rapidement et proposer une DA, un script, une narration pour son clip ou une pub, ce genre de choses, ce qui lui permet de se projeter. Et on peut, si le client par exemple n'aime pas, on a une rapidité de fabrication qui nous permet de lui proposer très rapidement autre chose et de rebondir comme ça en faisant des allers-retours. C'est moins cher. C'est moins cher par rapport à une prod normale. C'est-à-dire que, oui, ça va coûter. Par exemple, faire une pub, envoyer toute une équipe de tournage à l'autre bout du monde, ça coûte très très cher. Aujourd'hui, on peut le faire derrière nos bureaux en étant en Biarritz et on peut tourner en Amérique du Sud, par exemple. Du coup, ça reste assez intéressant. Mais voilà, nous, on essaie quand même de garder un niveau de qualité d'image assez premium, ce qui demande aussi du travail, de retouches, etc. Et quand le client arrive, on essaie de lui dire que l'IA, ce n'est pas l'idle price. C'est-à-dire que ça va vous coûter le même prix, mais on peut faire beaucoup mieux que ce que vous avez là. Par exemple, je vous donne un exemple. En clip, c'est un marché qui s'est effondré. C'est pas l'Arche d'Or où, quand on était petit, sur MTV, il y avait des clips à 500 millions, ce genre de choses. Aujourd'hui, la moyenne d'un clip, c'est 30 000 €. Mais avec une équipe de tournage, avec 30 000 €, on ne peut pas faire grand-chose avec juste quelqu'un qui chante devant la caméra avec une voiture de sport derrière lui. Bon, voilà, ça se résume à ça. Aujourd'hui, avec l'IA, ce qu'on peut faire, c'est vraiment, je ne sais pas, prendre un artiste, l'envoyer dans l'espace, faire un peu de la science-fiction. Ce qui est impossible à faire en 3D ou avec des techniques un petit peu plus tradies où les budgets explosent très vite sur 100, 200, 300 000 € pour 2-3 minutes de film. Du coup, l'IA permet de... Il y a plein de sujets qui arrivent, plein de questions. Donc on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que les marques vont jusqu'au bout du processus ? Est-ce qu'ils sont encore en mode de test pour voir ce que ça donne ? Parce qu'on n'est qu'au début. Très franchement, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, un petit peu plus, Midjourney, Discord, etc. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ils y vont, ils achètent, ils le poussent, ils le publient, ou ils sont encore en mode souvent, c'est les agences, les marques qui viennent vers nous parce qu'elles n'arrivent pas à créer du contenu IA. On essaye de faire des tests avec eux et souvent, ils nous demandent de les former. C'est-à-dire qu'il y a 3 plans, soit de la création, soit de la formation, ou soit juste des questions pour nous demander comment on pourrait améliorer une maquette qu'ils ont déjà. Et ça, c'est le plus souvent, ils viennent vers nous. Mais il y a aussi de l'acquisition par rapport à notre influenceur IA avec lequel on parlera plus tard. Mais on a créé cette agence pour répondre à une demande et pour... faire en sorte qu'on ait une cohésion, parce que du coup, moi, je suis plus dans la stratégie digitale et Sergueï est plus dans la production. Donc, on répond à des réponses e-commerce, des réponses de visuels, des réponses de vidéos. Et dans le e-commerce, ils nous demandent de faire des avatars IA, par exemple. Et on fait pas mal de tests, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont encore frileuses d'avatars IA, de modèles IA. Et donc, du coup, nous, on essaye de s'approcher au maximum de ce qu'ils demandent avec un produit. Et y a des IA qui se rapprochent le plus possible d'un produit, d'un élément. Et voilà. Ouais. Et pourquoi C'était juste pour rebondir à ce que tu disais. En fait, c'est une technologie qui sort à peine des cartons. Ouais. C'est-à-dire que la vidéo, elle a vraiment bondi il y a 1 an. Et du coup, c'est une techno qui sort des cartons. Au début, ils étaient très frileux parce que vous vous souvenez sûrement tous de la vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis un peu n'importe comment.
Et fur et à mesure, avec le temps, on arrive à perfectionner, avoir de moins en moins d'hallucinations, garder le même acteur sur une séquence, ce genre de choses. Du coup, les marques, forcément, ils commencent à s'intéresser de plus en plus à ce procédé de production. Et après, ça va dépendre vraiment de la qualité de la marque. Dans le luxe, c'est très rare encore qu'ils font des pubs full IA parce qu'ils sont quand même, pour le moindre poil et tout, ça va pas. Par contre, on a beaucoup de demandes de faire des pubs tests avant de partir en tournage. C'est-à-dire ils nous donnent le brief, on leur fait leur pub. Comme ça, ils ont un aperçu de ce que ça va rendre. Et après, ils partent en tournage pour réaliser cette pub. Du coup, ça leur fait une animatique comme une maquette de pub. Ouais, on fait beaucoup de maquettes. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup en ce moment. Enfin, ouais, mais on l'a si vu, je nous, peux me permettre, ouais. on a déjà des effets de bord, c'est-à-dire que les choses, l'agence ou le client va faire une maquette, un animatique, sauf que quand il va falloir le réaliser, il faut expliquer au client qu'on ne va pas forcément y arriver, parce qu'évidemment, quand il va faire deux personnes qui discutent et il va le prendre golden hour, c'est-à-dire le lever du jour, tout est beau, le packshot est magnifique, et quand il faut le tourner, là, on est encore à une autre étape. Donc, parfois, ça peut être déceptif. C'est-à-dire qu'entre ce que l'IA a généré, avec même des effets d'optique qui ne sont pas forcément réalisables, et quand il faut vraiment le tourner, là, il faut bien éduquer le client parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi, quand il va payer cher, ça sera moins bien que son IA, mais qui a ce petit gap. Mais en cuisine, là, on l'a vu cet été, sur quoi on travaille actuellement, sur les 500 contenus, il y a Eleven Labs qui hallucine. Alors oui, on le voit sur les images, nous on le voit en son, c'est-à-dire que il est impossible de faire par exemple travailler Eleven Labs par une API et lui donner 500 textes et récupérer 500 fichiers. Ce serait le rêve, on y arrivera sûrement, ça descendra les coûts, mais pour l'instant ça reste un travail artisanal où il faut nous-mêmes générer grosso modo 30 secondes par 30 secondes. D'un seul coup, il se met à parler en japonais. Le même locuteur que vous avez choisi, il a besoin parfois d'examiner le texte, donc il change de voix et puis il repart comme il faut. Et il accélère, il parle japonais. Il peut faire aussi des mots qui ressemblent, donc il faut réécouter. Enfin voilà, tous les effets de bord sont là, mais bien évidemment, c'est tellement une mutation qu'il faut accepter ces balbutiements de la techno parce qu'on sait que ça va par là. Ouais. C'est évident que ça va par là. Et dernier petit point, ça change déjà l'attitude des clients. Ah, voilà, je vais y revenir justement. Okay. Vas-y, je te laisse. Ah, vas-y. Oui, c'est-à-dire que là, comment on peut générer pas mal de choses. Avant un tournage, quand on mettait 500 000 euros, 1 million, 2 millions, 3 millions pour aller tourner une pub en Afrique du Sud, au mois de janvier, on envoyait une équipe, on avait une équipe locale, etc. Je peux vous dire que tout était préparé dans le moindre détail, plus les dingueries qui arrivaient sur place, mais on va dire que tout ce qui était possible d'être préparé était préparé puisque les budgets engagés étaient énormes. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que l'IA, elle tourne un peu toute seule, quoi. Il suffit de leur demander si ça passe à côté. Donc les gens sont déjà on commence déjà à voir arriver les effets de bord, où les clients sont plus approximatifs dans leur description, puisqu'ils se disent que de toute façon, ce qu'ils ont imaginé, si ce n'est pas terrible, on pourra le faire différemment. Donc ça veut dire que rien que les choses très simples, les textes qui nous arrivent sont moins travaillés. Puisque de toute façon, s'il y a une erreur de texte, on pourra la régénérer. Si l'image, on ne l'a pas bien faite et que le service marketing n'a pas donné son dernier input, c'est pas grave, on refera. Et donc on a déjà des effets de bord là-dessus, puisque les budgets sont moindres, moins de préparation, moins d'engagement de la part du client. Et au-delà des essais budget, je reviens sur le client là, au-delà des essais budget, c'est quoi les motivations profondes des marques à travailler avec des avatars IA? Et on peut tout dire. Hein. Parce qu'après, ils sont exigeants. Pour faire simple, rapidité à argent. Ouais, ok, on va parler. Oui, après, je pense aussi à ils veulent aussi la voix de Bruce Willis, ils veulent Michael Jackson, ils veulent... Voilà, aussi. Ah oui, il y a aussi, j'exagère un peu là, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça se fait en plus, ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'ai rencontré un gars quand je bossais au WeWork. WeWork, c'est un espace de coworking. J'ai sympathisé avec un gars qui avait un business de vente de droits d'auteur de stars pour faire des pubs IA. C'est-à-dire qu'il a monté une agence où il a plusieurs stars, comme je sais pas, McGregor par exemple, et vous pouvez acheter les droits à l'image pour faire une pub de l'IA avec son visage, sa voix, etc. Ce que lui, ça lui évite de se déplacer sur un tournage, par exemple. Donc ça, c'est quand même des choses qui arrivent aussi. Rihanna aussi, je crois qu'elle a fait une pub full IA où elle n'était même pas là.
avec Dior ou un truc comme ça. Et du coup, c'est un petit peu le monde de demain qu'on va voir. Ça va être que des acteurs qui sont un peu... C'est maîtrisé, c'est cohérent. Euh, Alors, est-ce que c'est du mythe, ça? Est-ce que c'est maîtrisé? Est-ce que c'est cohérent? C'est en partie volé aujourd'hui. D'accord. Mais alors ça dépend où, hein. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur des petites marques, etc., il y a une non-éducation des acteurs, donc ils ne savent même pas qu'un droit à musique peut exister, qu'un droit à l'image peut exister, donc je ne savais pas, mais presque de bonne foi, on va dire, par non-connaissance. Et puis après, il y a des zones grises où les gens tentent et voient si ça réagit, prévoient les budgets, mais oui, c'est un vrai problème. Et la France, là aussi, essaye d'avoir son exception culturelle. Vraiment pas facile dans ce monde de l'IA. Ça évite aussi tout bad buzz? Il y a beaucoup de bad buzz, hein, pour faire simple, sur les vols d'images, on parle plus de deepfake et c'est beaucoup plus politique. Sur les voix, il y a beaucoup de contenu piqué avec des voix de doublage, des voix de comédiens qui sont très difficiles à repérer. On démarre, ça va se structurer. C'est normal. Je pensais aussi au bad buzz au sens l'influenceur avec lequel une marque travaille, il n'y a pas de risque. Il ne va pas se faire frapper en direct, hein, pour reprendre un peu de l'actualité chaude là. C'est safe pour une marque aussi, quelque part. C'est sûr qu'il y a moins de risques, mais ça reste un influenceur quand même. C'est-à-dire que même si c'est un influenceur IA, il est briefé, la marque le choisit et il a un certain discours. Donc on ne peut pas non plus se cacher derrière un influenceur IA en se disant lui, il n'aura pas de bad buzz, on ne pourra pas, par exemple, attendre à la sortie d'un talk show. Enfin non, ça reste quand même un porteur de voix. Et ce sera un peu plus maîtrisé parce que du coup derrière un influenceur IA il y aura forcément une équipe, ce ne sera pas une personne physique mais ce sera une personne quand même morale. Et donc du coup nous chez C Carré on a lancé notre influenceur IA. Donc, alors je voulais venir, très bien. Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, je pense que quand même il se peut qu'il y ait des bad buzz, mais après c'est juste ce qui rentre en jeu, c'est l'équipe qu'il y a derrière. Ouais. Parce que s'ils font n'importe quoi avec leur influenceur, je sais pas, c'est comme si c'était une vraie personne au final. Parce qu'au final, les décisionnaires, c'est ceux qui ont dans les coulisses, qui vont dire on va utiliser ce genre on va dire de personnes, ou on va raconter ça durant la pub. Si la blague elle passe pas, elle passe pas parce que derrière l'écriteau il était mal écrit. En fait, il y a des vraies équipes derrière. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que derrière chaque artiste, il y a une équipe, et derrière chaque influenceur aussi, il y a des équipes qui le gèrent. Il y a une étape d'écriture, une étape de mise en scène, etc. Donc finalement, l'IA ne remet pas tout à plat. Enfin, c'est une évolution de l'analogique au numérique à l'IA, Dominique. C'est surtout une révolution de production, de post-production, de pré-production. En revanche, si on veut être un peu dur avec l'IA, c'est sûrement pas une révolution de l'émotion. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vraiment effectivement les moyens de produire plus, beaucoup, d'alimenter différents formats, d'alimenter tout un tas de médias. En revanche, où on peut être encore aujourd'hui sceptique, tout ça peut évoluer et les outils qu'on va avoir en notre possession vont peut-être nous permettre de fine-tuner. Mais aujourd'hui, l'émotion, il y a presque une saturation cognitive, moi je trouve. Donc il faut faire très attention parce que on arrive... Pour retransmettre l'émotion, c'est un vrai sujet. Là, on en revient à ce que disait Sergueï tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est mal écrit, ça reste mal écrit. Ça peut être beau, les images peuvent être sublimes, ça reste mal écrit. Donc, comment on gère cette émotion? Et là, l'IA, elle peut presque nous desservir parce que, à force d'avoir des belles images, des belles lumières, des beaux influenceurs, des beaux discours, de la belle musique, il ne se passe plus grand-chose. Et puis l'IA ne recycle que ce qu'on a généré auparavant. Donc il faut faire attention. Alors, effet de mode ou pas? Non. Non, on est dans une puissance industrielle, on est dans c'est un tsunami qui nous arrive dessus. Il faut vraiment se dire que c'est vraiment une arrivée d'une techno qui permet à n'importe qui, parce que vraiment n'importe qui peut créer. Donc les barrières de la création sont tombées. N'importe qui peut créer une image, il ne faut pas avoir fait 50 dessins, n'importe qui. On peut le regretter, c'est pas le débat. On peut créer de la merde aussi. Oui, voilà. C'est pas parce que j'ai un stylo que je fais un prix Goncourt. Tu vois, il y a une marge encore. Tout le monde sait écrire,
Mais tout le monde ne sait pas écrire un bon livre qui va créer un écho auprès d'un auditoire. Donc là, c'est la même chose. On a cassé tous les outils. On avait eu déjà cette première vague. Je vais prendre l'exemple de la photo. On est passé de gens qui maîtrisaient la chimie pour faire de la photo à des gens qui savaient juste appuyer clic-clac Kodak, à le smartphone qui prend n'importe quelle photo et qui a de l'IA depuis déjà un petit moment. Dans nos téléphones, la photo est sublimée déjà depuis un petit moment. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on ait créé une vague de nouveaux photographes qu'on sache citer, qui nous créent une émotion de dingue. Ouais. Mais en revanche, tout le monde peut faire de la photo, peut faire de la belle photo. Bon, donc c'est une révolution de vos métiers. Alors vous, c'est carré, vous avez une approche assez dingue finalement. Il y a eu 4 étapes, on en parlait hier, de l'agence de prod. Anne-Sophie, Bah oui, nous on a une approche un peu différente. Donc du coup, on a centré notre agence sur le branding, un fil rouge de nous-mêmes. Au début, lorsqu'on a commencé, on se prenait nous-mêmes en tant qu'avatar dans nos réalisations. Et donc du coup, ça a créé de l'engouement. Les personnes nous reconnaissaient grâce à nos créations. Et ça a été porteur dans notre agence. Puis après, tout ce qu'on envoyait en termes de showreel, de publicité aux marques, on était encore dans nos créations et du coup, ça avait créé de l'engouement sur les réseaux sociaux. Et c'est de là qu'on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire avec l'IA, l'avatar ou autre. Et on a créé notre influenceur IA. C'est celui qui était sur le bateau tout à l'heure. Là, c'était celui qui était sur le bateau hier, enfin voilà, sur la vidéo. Et on l'a créé parce qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux comme TikTok qu'il y avait pas mal de créateurs, d'influenceurs IA qui émergeaient. Bon, pour le plus ou pour le moins. Mais nous, on a essayé de faire du plus en reprenant du coup Sergueï en tant qu'influenceur. Ouais, c'est ça. Vous avez un deal avec Adidas ? Non, c'est juste, fallait choisir peut-être. un truc très remarquable et identifiable assez rapidement. Du coup, on est parti juste là-dessus. Et après, outre le terme influenceur, en fait, c'est juste un personnage public. Et en fait, nous, on a pris parti pris, au lieu de, par exemple, de nous-mêmes se mettre en scène, etc., plutôt juste faire un avatar qui, lui, il sera comme ça, parce qu'en fait l'influenceur il est un peu basé sur l'humour et à côté on a lancé un e-commerce dans la formation IA et c'est lui un peu le directeur de l'école un peu foufou qui fait des dingueries et après qui donne des cours. Il est sur Insta, TikTok. Il est sur Insta, TikTok, etc. Ouais. Et c'est le directeur de l'école en même temps. D'accord. Mais après quand tu dis l'école, c'est l'école de l'école en ligne. Notre formation en ligne. Voilà, la finalité c'est ça. Maintenant vous êtes une boîte de formation. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on est sur plusieurs niches de business différentes. L'école qu'on a lancée en ligne, elle fait partie de l'agence C'est Carré. Et du coup, c'est aussi parce qu'on manquait de main-d'œuvre en IA. Et du coup, la main-d'œuvre, elle est super rare parce que c'est un outil qui est arrivé comme ça par hasard. Et il n'y avait personne qui était formé dessus. Et tous les gens qui font de l'IA aujourd'hui, c'est quasiment tous des autodidactes. Et nous, justement, on essaie de former des gens. À côté, moi, je suis formateur dans des écoles parisiennes. Et je me suis dit aussi, pourquoi pas lancer une école en ligne accessible à des prix raisonnables, au lieu de bloquer l'accès à 10 000 euros par an comme pour tous les étudiants. Et aussi parce qu'on manquait de main-d'œuvre et on s'est dit, comme ça, on forme nous-mêmes des IA artistes qui pourront bosser dans notre agence par la suite. Je plaisantais sur ton look Adidas. Non. Vous avez été approché par des agences ? Alors, du coup, on a été approché par des agences qui ont été intéressées par notre influenceur qui, de base, devait juste être de l'acquisition pour notre agence, nous faire notre formation. Et ils ont été intéressés par le personnage, ce qu'il apportait, ce qu'il racontait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit que l'IA, ça raconte des histoires. C'est pas que seulement un outil qui va... Il revient. Ouais. Voilà, c'est plus et on est très contents. Ouais. On était approchés pour du placement de produits, ce genre de choses. Après, on reste un petit peu loin de tout ça parce que c'était pas l'axe dans lequel nous on l'a créé. C'était pas l'objectif de base. C'était à la base pour rigoler et pour tester le truc. Et après, on s'est dit pourquoi pas utiliser cette visibilité pour l'orienter vers notre agence et vers notre formation en ligne. D'accord. Dominique,
Comment tu vois Sonacom quand tu écoutes Sergueï et Anne-Sophie et Pour les Sonacom, 40 prochaines années. ça a 20 ans, Sonacom, je sais plus. 40. 40 ans, non Ouais, Ah ouais, ça passe vite. Ah ouais, quand même. Comment tu vois Sonacom évoluer? Alors, tu nous as déjà dit un petit peu ce qui se passe concrètement, mais comment tu le vois dans 5-10 ans à l'aune de ce que Sergueï et Anne-Sophie J'avoue que je ne sais pas du tout. J'ai beaucoup de mal à me projeter parce que la techno va tellement vite que je suis sûr c'est le cap. Maintenant, savoir comment mettre les voiles, je pense que c'est un petit peu... on ajuste sans arrêt, on a une météo qui bouge beaucoup parce que les outils bougent beaucoup, les effets de bord vis-à-vis des clients changent beaucoup, l'économie est parfois encore à trouver parce que tout ce travail de recherche, d'outils, etc., les gens ont l'impression que les outils sont gratuits ou qu'il suffit d'avoir un abonnement à 20 € par mois et on sait délivrer, etc. On s'aperçoit que quand il faut délivrer en masse, et puis les demandes clients ont changé, c'est-à-dire qu'avant, on livrait pour un film une copie télé. Aujourd'hui, c'est plus une copie télé, hein, c'est les formats 9/16, 16/9, carré, léger, lourd. Enfin, il y a énormément de choses à livrer. L'IA, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'IA est incroyable là-dessus pour automatiser des tâches de livraison, de formatage, etc. Ça, c'est fabuleux pour nous. Hein. On a des spécialistes de l'automation dans la salle. Ouais. Ouais. Donc toute cette automation-là, elle est incroyable. Pour la création, ce qui change beaucoup, en fait, c'est dans ce qu'ils évoquaient là, c'est sur la commercialisation. Ouais. C'est-à-dire que le lien avec le client est différent. Ça passe aujourd'hui par TikTok, par Insta. Dans 5 ans, par où ça passera, l'outil réseau social n'existe peut-être pas encore, on ne sait pas. Donc c'est très difficile de savoir comment tout ça va bouger, donc c'est très difficile de se projeter. Ce qui est sûr, c'est que la création, c'est quelque chose d'humain, donc les gens sont toujours en appétence sur recevoir je ne vais pas dire des images ni du son, mais des histoires. Donc il faut que nos agences soient fortes en histoire, et on va dire que le reste, que ce soit de l'IA et que ce soit une simple paire de ciseaux, ça reste des outils. Hein. Vous rejoignez là-dessus. Ouais, oui, bien sûr. Complètement. C'est ça, ouais. Derrière chaque outil, de toute façon, il faut une intervention humaine. Et comment dire, une histoire vide. Déjà, ça commence juste par l'écriture, même sans parler d'image avant, que ce soit dans l'humour ou dans le cinéma. Il faut écrire quelque chose sur papier ou à l'ordi et vraiment avoir une narration avant de créer des images. Et au final, c'est ça même la base de tout, parce que si vous avez un mauvais script, vous avez beau faire des belles images, etc., l'histoire ne va pas tenir la route. Et on voit souvent même dans des dessins animés ou même South Park. South Park, c'est une écriture qui marche, mais avec des dessins un peu bancals. Mais leur force, c'est l'écriture. Et du coup, et l'identité, qu'elle soit bancale ou pas, il y a une vraie identité. Et un univers, c'est les univers qui vont être durs à créer, parce qu'aujourd'hui, l'IA nous sort des univers où on n'était pas forcément habitués, ou en tout cas qui nous satisfont. Donc on a des belles images, des choses comme ça. Il va falloir retrouver des univers qui vont aller puiser dans vraiment l'inspiration personnelle des gens, et non plus laisser l'IA simplement nous embarquer là où elle veut, parce que si on veut que derrière l'influenceur IA, ça reste un individu, et on adhérera que s'il reste quelque part d'humanité, d'individu, il faut qu'il y ait un historique, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit profond, même s'il n'est que virtuel. On arrive à la fin, donc le thème c'est les prochains influenceurs sont des IA, mais beaucoup le sont déjà, quelque part de facto, parce que quand on regarde les stratégies d'influence sur LinkedIn, il faut 2 secondes pour voir qu'il y a du ChatGPT, les photos sont trafiquées, Insta, c'est un petit peu retouché, etc., etc. Donc c'est déjà là, en réalité. Donc la question derrière ça, c'est déjà là, en réalité, c'est pas demain, mais aussi ça va très très vite. Comment vous gérez ça ? Alors moi je dirais que c'est déjà là en termes de contenu et de visibilité du contenu, c'est-à-dire l'écriture et les visuels, mais derrière, je n'ai pas à ma connaissance quelque chose qui serait un avatar IA, complètement IA, qui se génère tous les jours lui-même en regardant ses posts, en répondant, en republiant, en recréant, etc. Je pense que ça, on en est encore loin, et faut-il aller vers ça ? C'est un autre débat. Mais oui, tous les posts et aujourd'hui et tout le travail de chacun est déjà IA. Oui, c'est ça. Je pense que ça va continuer. Et après, même si c'est arrivé déjà avant l'IA, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des avatars. Si on regarde bien le groupe Gorillaz, c'était des personnages dessinés. Il y avait quoi aussi d'autres ? Il y avait Crazy Frog, Chaka Ponk. Donc c'est arrivé déjà bien avant l'IA, sauf que c'était de la 3D ou du dessin. Ouais. Aujourd'hui, c'est juste la technique de fabrication qui a changé. Mais le fait d'avoir une marionnette qui parle
qui parlent et qui racontent des histoires ou chantent des chansons, ça existe déjà bien avant l'IA. Et je pense que ça va continuer dans cette direction. Il y a des projets dont vous pouvez parler en mode scoop ou spoil ou pas trop? On va peut-être lancer une nouvelle influenceuse IA. D'accord. Ouais. Pour continuer dans le... Et pour continuer dans notre fil rouge, qui parlera de d'autres sujets, d'autres éléments. Donc, on a hâte de la suite. D'accord. Bon, si je résume un petit peu, si je peux me permettre, hein, la conviction, c'est que bon, ce sera plutôt. Il y a beaucoup d'hybridation encore. Ouais. L'IA est très utile, incroyable en termes de coûts, d'élan, de créativité. Pour autant, il faut de l'expertise, il faut de l'humain, il faut de l'émotion, de l'empathie, etc. Donc, Émotion, allez. bon. On va dire un mot, ce serait émotion, effectivement. Il faut encore beaucoup, il faut arriver à susciter de l'émotion auprès de l'auditoire, quel qu'il soit. Et du storytelling, raconter des histoires, c'est ce qui compte. C'est le plus important, raconter une histoire et après... Au-delà de faire des images, le principal, c'est de raconter quelque chose avec les images et voilà. Parfait. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci pour l'expérience. Merci à vous. Merci. Merci, Chaka.